On se souvient tous de l'accident nucléaire de Tchernobyl en avril 86, soit parce que vous l'avez vécu, et donc, forcément, vous êtes un vieux con, soit vous étiez encore dans les de votre père, et que vous êtes logiquement un plus jeune con. Et que forcément vous avez vu plein de reportages sur le sujet. Mais on ignore souvent que d'autres pays ont eu leur compte en accident nucléaire. Comme l'oncle Sam, par exemple, avec 3 Miles Island en 79. Et là, forcément, vous êtes encore plus un très vieux con. Mais saviez-vous qu'il existe un tout petit pays tout mignon au milieu de l'Europe qui a eu aussi droit à son tout petit mignon accident nucléaire? Eh oui, les Suisses. Sauf que, comme les Suisses sont un peuple très prudent, et qu'ils anticipent tout le temps le danger, leur accident nucléaire est le seul et unique au monde à avoir été totalement géré à 100%. Prenons l'exemple. Générique. Excuse-moi. T'as pas genre une tête familière? Je sais pas, je dois me tromper, hein. C'est juste que t'as un de ces visages, tu vois, du genre qu'on n'oublie pas. Enfin, qu'on préférerait oublier, peut-être. Oula, c'est pas ce que je voulais dire, hein, je veux dire... t'as une tête marquante. Voilà, très marquante. Comme un accident. Mais tu ressembles vachement à ce gars-là, Roy Betty. Tu vois, le fameux... enfin, fameux... C'est pas vraiment le bon mot, mais bon, le type recherché. Un modèle Nexus quelque chose. Un 6, je crois. Ou un 5. Enfin bon, je suis pas expert en produits. Enfin bref, c'est sûrement pas toi, hein. Lui, il est sûrement en train de... je sais pas, arracher des colonnes vertébrales dans un parking, pas de prendre l'ascenseur comme tout le monde. Toi, t'as l'air presque normal. Enfin, dans le bon sens, hein, presque humain. C'est un compliment. Enfin, je crois. Mais c'est marrant parce que... Les toutes premières centrales nucléaires datent des années 50. Cette énergie montre alors en tout point qu'elle est beaucoup plus facile à gérer et coûte moins cher à produire. Il va briller pour toujours. Bref, durant cette période, on est alors en pleine expansion de l'atome. Tous les pays veulent avoir leur part d'électricité puissante et bon marché. C'est sur cet élan progressiste, en 62, à Luçon, en Suisse, à 30 minutes de Lausanne, Lausanne, c'est la Suisse, ça. Ouais, c'est la Suisse. que commence la construction du tout premier réacteur nucléaire du pays, d'une capacité thermique de 30 MW et de production électrique de 6 MW. Certains autres réacteurs de cette époque étaient déjà à 100 MW. Ce premier réacteur est alors construit par la SNA. La Société nationale pour l'encouragement de la technique atomique industrielle. Oui, mais t'es qui, toi? Je suis la Société nationale pour le contrôle des vidéos pourries sur Internet. Hein? Mais de quoi je me mêle, bordel? La société SNA a été créée en 1961 pour lancer et encourager le nucléaire suisse. Celle-ci démarre fort, après une année d'existence en 1962, en créant le tout premier réacteur du pays devant être opérationnel pour l'année 1967, prévu initialement pour une durée de vie de 2 ans. Eh oh, c'est ma vidéo! Ok, mais jetez à l'œil. Mettons-nous dans le contexte des années 60, nous sommes au beau milieu des 30 glorieuses, les 30 années de forte productivité des pays développés de l'après-guerre. L'emploi est au beau fixe et l'économie monte de manière quasi exponentielle. Ah, c'était la belle époque. Et la recherche est fortement encouragée par tous les gouvernements de l'époque. Et qui dit recherche dit forcément compétitivité, mais en mettant généralement de côté les notions les plus élémentaires de sécurité. J'ai une vieille vidéo du tristement célèbre accident à Seveso en Italie, ici. En effet, à cette époque, la sécurité au travail était plus développée pour protéger le produit d'une entreprise plutôt que ses employés. C'est vieux tout ça. Les entreprises, en jouant à qui est la plus grosse en étant le moins cher, comptaient de nombreux accidents de travail par année. Mais pour l'atome, Centrale nucléaire, quelle horreur! les milieux politiques de l'époque étaient déjà conscients du danger des éventuelles conséquences d'un accident nucléaire. C'est pour ce faire que la SNA décide alors d'anticiper tout accident qui pourrait être irréversible et décide de construire la centrale atomique de Luçon sous terre. Ainsi, au moindre incident, on enterre tout. J'avoue, c'est très fort. C'est très fort. Satisfaction. Revenons donc à l'infrastructure de la centrale atomique de Luçon. Celle-ci est très simple. J'ai réussi à dénicher le plan officiel de l'infrastructure de l'époque. Et c'était vraiment pas facile de l'obtenir. Le voilà. Oh, tu plaisantes? Déjà on a vu que dalle, et ensuite ce plan est très facile à trouver sur le net. Il suffit d'aller sur le site de l'IFSN de la Confédération Suisse pour l'avoir. Je voulais rendre ça épique.
Moi j'ai juste voulu écrire une scène d'action, de suspense et vous repartez en couille. Bon, on a la caverne du réacteur, qui est effectivement au plus profond de la roche, la deuxième caverne des machineries, la galerie d'accès, aussi les 2 cheminées de renouvellement de l'air frais. On va y revenir plus tard à ces cheminées. Dans les faits, la Suisse ne cache absolument pas qu'elle a eu un problème avec ce réacteur expérimental. Elle en fait même plusieurs vidéos explicatives racontant globalement l'histoire de cet incident. La fierté, et ça se comprend, vient surtout du fait de la maîtrise des événements, de l'infrastructure souterraine prévue pour ce genre d'incident, et de son contrôle périodique jusqu'à son total démantèlement. On parle ici d'un réacteur à eau lourde D2O. D2O qui veut dire qu'il y a du deutérium à la place de l'hydrogène, qui sert de modérateur de neutrons après la fission. Il y a 73 éléments d'uranium-235 refroidis par du gaz CO2 caloporteur qui monte à 380 degrés centigrades, et qui ensuite réchauffe de l'eau et la transforme en vapeur pour faire tourner une turbine à vapeur qui, elle, fait tourner un turbogénérateur en bout d'arbre de transmission. Tu sais qu'on est vulgarisateur. Ben oui, mais j'explique. Tu trouves que j'ai une tête d'ingénieur nucléaire? Bien que j'ai rien contre les ingénieurs nucléaires, je tiens à préciser. Ouais, mais non, mais bon, ok. En gros, c'est de l'uranium-235 qui chauffe du gaz, qui lui chauffe de l'eau, qui fait tourner une génératrice. Voilà, c'est mieux. Je suis sûr que même toi, tu comprenais rien de ce que tu disais. Donc, ce 21 janvier 69, une suite d'événements vont faire que ce réacteur va créer partiellement une fusion de son cœur. Depuis quelque temps, les ingénieurs observaient des problèmes avec les joints d'étanchéité des rotors dessoufflantes qui poussaient le gaz dans les ailettes de refroidissement. Ces ailettes étaient en magnésium. Même après plusieurs réparations et remises à niveau de ce joint par le fabricant, de l'eau s'infiltrait toujours et se retrouvait en fond de cuve. Ok, mais c'est de l'eau. Au pire, elle se transforme en vapeur en touchant les ailettes de gainage des barres d'uranium, non? Oui, mais il y a un hic. Il y a quand même un hic, et un hic de taille. Voici comment réagit du magnésium que l'on plonge dans l'eau. Celui-ci se désagrège, c'est exactement le même effet avec les pastilles effervescentes que l'on plonge dans un verre d'eau. Dans leur composition, il y a de l'oxyde de magnésium qui provoque cet effet de dissolution. Ok, je vois venir. Les ailettes de gainage des barres d'uranium-235 sont en magnésium. Ce même magnésium qui est normalement censé transmettre sa chaleur au gaz carbonique. Et si j'ai de l'eau dans ce gaz carbonique, les ailettes de refroidissement en magnésium se désagrègent. Exactement, dans les centrales modernes, ces ailettes sont en acier inoxydable, résistantes à la corrosion. À la centrale de Luçon, au contact de l'eau, les ailettes en magnésium tombent en poussière et provoquent un bouchon dans les conduits, empêchant ainsi le gaz carbonique de circuler librement. Si le gaz ne peut plus circuler dans certains de ces conduits, les barres d'uranium se retrouvent sans refroidissement. Au lieu d'une température de 380 degrés, prévue initialement dans les tubes, l'uranium va monter à une température de 600 degrés, avant de fusionner partiellement avec la gaine de magnésium. On a assez perdu de temps comme ça. La conduite forcée des gaz se retrouve alors endommagée. 150 ok, 160 ok, 200 mauvais, catastrophe. La salle de contrôle ne voit pas tout de suite le problème, car les sondes de température n'étaient pas présentes à chaque tube. La sécurité des années 60? Ouais, dans toute sa splendeur. Lorsque le tube numéro 59 se fissure, le réacteur se met alors en arrêt automatique. Ah ben là, il y avait un système de sécurité. Ben ouais, mais c'était déjà trop tard pour le réacteur. Celui-ci était déjà définitivement perdu. L'ingénieur et son équipe, surpris par l'alerte, tentent de maîtriser les dernières réactions du réacteur. Lieutenant, comment vous y prendriez-vous? On pourrait faire comme si de rien n'était. Ah oui. Dont malheureusement quelques résidus radioactifs s'échapperont finalement dans les cavernes. L'alerte fut tout de suite donnée aux autorités fédérales et cantonales. Il semblerait que les autorités minimisent l'incident pour le bien paraître, alors que les ingénieurs et techniciens du site stipulent qu'il s'agit bien de la pire catastrophe qu'il y ait pu avoir sur le territoire suisse. La centrale fut définitivement fermée suite à cet incident et un premier nettoyage du site est organisé durant les années 70, comprenant une première phase de décontamination et de l'évacuation des éléments hautement radioactifs. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé les produits pour nettoyer les murs. Début des années 90, un dernier nettoyage avec l'assainissement des structures souterraines. En 1995, la caverne du réacteur est déclarée décontaminée et du béton sera coulé pour confiner les résidus faiblement radioactifs et limiter tout risque de contamination future. Le reste des bâtiments en surface devenant un site de stockage sécurisé n'ayant aucun rapport avec le domaine du nucléaire. Mais qu'en est-il de la radioactivité ? En Suisse, la législation fixe des limites strictes concernant l'exposition au rayonnement ionisant. Ceci afin de protéger la population. La dose efficace maximale autorisée pour le grand public est de 1 millisievert par an, soit 0,11 microsievert par heure. En revanche, il est autorisé d'avoir des pics de radioactivité temporaires jusqu'à 0,3 microsievert par heure. Mais le site possède 2 cheminées d'aération menant à la surface et qui sont proches de la caverne des machineries. Sont-elles encore radioactives? Eh bien, on va voir.
J'ai constaté sur internet que l'ancien site nucléaire de Luçon n'est de loin pas abandonné, car les premières salles servent actuellement de stockage. Donc, forcément, le lieu est privé. Je ne peux donc pas me rendre directement à l'entrée des premiers bâtiments pour prendre mes mesures. J'ai décidé de contourner par la forêt pour être le plus proche possible de ces conduits d'aération. J'ai pris soin de prendre des mesures épisodiques lors de ma balade. Et je constate absolument rien d'anormal. Les valeurs dépassent rarement les 0,11 microsieverts par heure. Il y a eu quelques pics rapides allant jusqu'à 0,27 microsieverts par heure. Donc largement dans la limite des pics autorisés. Ouais. Pour les employés du nucléaire, la Suisse autorise une valeur de 2,28 microsieverts par heure d'exposition pour un adulte et 0,6 microsieverts par heure pour un jeune de 16 à 18 ans. Par contre, les femmes enceintes ou qui allaitent, on évite de les exposer dans ce genre de milieu. C'est évident. Normal, quoi. Loin des décisions hâtives, nous souhaitons donc agir aussi vite que possible. La Suisse a toujours mis en avant une approche réfléchie et méthodologique dans le domaine nucléaire, mais aussi lentement que nécessaire, privilégiant la sécurité de la population et de son environnement. L'incident de Lucens, bien que marquant, est la preuve que la rigueur et la prévoyance peuvent faire toute la différence. Grâce à cette mentalité, le pays a su tirer des leçons précieuses, renforçant encore davantage son expertise et sa maîtrise des technologies sensibles. Une fois de plus, la Suisse a montré au monde que dans les grandes décisions, ce n'est pas la précipitation qui prime, mais bien la réflexion et la prudence, des valeurs qui lui assurent une stabilité et une sécurité sans égale. Cette vidéo est terminée. Je remercie Mr Florian qui a eu l'audace de venir dans cette vidéo. T'es gonflé, c'est toi qui m'as invité. Je vous invite à aller voir sa chaîne qui traite beaucoup de sujets dans tous les domaines. Le lien est en description. Ah ben tu vois que tu peux être sympa quand tu veux. Bon, et si vous êtes encore là, c'est que soit vous êtes passionné de science, d'histoire chelou, ou juste curieux de savoir si la Suisse peut faire exploser un truc avec élégance. D'ailleurs, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne, des vidéos sur des sujets qui me fascinent, de la science à l'histoire, en passant par des légendes pas toujours très nettes, et même parfois des affaires criminelles qui font froid dans le dos. Bref, tout ce qui titille ma curiosité, je le transforme en vidéo pour titiller la vôtre. Alors, si vous aimez apprendre des trucs improbables tout en vous marrant un peu, eh bien passez jeter un coup d'œil sur ma chaîne. Encore merci à Icon pour son invitation et à la prochaine pour de nouvelles histoires où la vérité est parfois plus dingue que la fiction. Je vous invite à liker, à vous abonner et n'oubliez pas mon Tipeee, c'est important. Ciao. Merci encore à Icon pour son invitation. Bye bye. Oh putain, John, t'as vu ça? Elle t'a lancé le regard, vas-y, prends-moi. Non, c'était pas ça. Si, c'était le regard, vas-y, prends-moi. C'est quoi le regard, vas-y, prends-moi? Bah, il y a des femmes qui ont le regard, vas-y, prends-moi. Et moi, j'ai ce regard-là? Non, toi, c'est donnez-moi mon précieux, ton regard.